Patrice Duhamel, bonjour. Bonjour. Président, le prix à payer, les présidents face au terrorisme. Votre documentaire sur Public Sénat révèle les arcanes du pouvoir face à ces actes qui nous surprennent, nous tétanisent, les attentats. De ceux de l'OAS en passant par celui antisémite contre la synagogue de la rue Copernic, contre l'hypercacher et bien sûr les plus meurtriers, ceux de 2015, Bataclan, Terrasse. Vous balayez donc ce spectre à travers le regard des hommes de pouvoir qui ont dû affronter ces événements tragiques. En tout cas, pour les attentats contre le Bataclan et les Terrasses, on se souvient tous de l'endroit où on était. Quand le président doit-il s'exprimer ? Au moment où les attaques se font, ou une fois qu'on a un certain nombre d'informations à communiquer au pays et une appréhension de ce qui s'est passé dans cette nuit. Et je décide de parler, ce qui est assez inhabituel, à minuit à la télévision. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles. Ça, c'est François Hollande, le soir des attentats de 2015 à Paris. Patrice Duhamel, ce qui ressort évidemment de ce documentaire et de tous ceux que vous avez interrogés, c'est qu'en général, on voit toujours les hommes politiques préparés, que ce soit dans des émissions, des meetings politiques. Et là, il parle d'un moment qui les surprend. Cette surprise, cette terrifiante surprise, quelque chose qui arrive sans qu'on l'ait prévu dans le monde politique, ça révèle quelque chose aussi Qu'est-ce que vous avez découvert comme point commun entre tous ces hommes politiques et ces hommes d'État à travers cette surprise, cette terrifiante surprise des attentats ? Ce que j'ai découvert ou redécouvert, parce que je l'avais déjà vécu en leur parlant, en les observant, c'est et les Français ne le mesurent pas toujours suffisamment. C'est l'extraordinaire solitude des présidents de la République dans des moments comme ceux-là, dans les crises en général, mais dans des moments paroxystiques comme celui-là. Pendant un bon moment, quand il y avait des drames, terroristes ou autres, les présidents de la République, par exemple, ne se rendaient pas sur les lieux. De Gaulle, Pompidou, il y a eu l'attentat Giscard, il a été critiqué parce qu'il s'est pas rendu rue Copernic, par exemple. François Mitterrand, ça a été C'est avec François Mitterrand que les présidents ont commencé à se rendre sur les lieux, parfois en prenant des risques. D'ailleurs, dans le documentaire, Manuel Valls rappelle que François Hollande, quand il est allé devant le Bataclan le 13 novembre au soir, les services de sécurité étaient extrêmement inquiets parce qu'on n'était pas sûr que les terroristes étaient tous partis, que les attentats, les prises d'otages étaient terminés. Donc, d'une part, la solitude extrême. C'est lié aux institutions, au fait qu'ils sont élus au suffrage universel et qu'ils sont chefs des armées. C'est lié au sens de la responsabilité aussi. Voilà, l'empathie. Je pense que tous les présidents qui ont été confrontés à ce type d'événement ont manifesté une empathie extrême et sincère, quoi qu'on pense d'eux, qu'on les aime pas. Je trouve que François Hollande, qui a toujours été critiqué pendant son quinquennat, par exemple, je trouve ça a été un vrai homme d'État dans ces périodes d'attentats. Il a réagi exactement, de mon point de vue, comme il faut. Que ce soit le Charlie Hebdo, Hypercacher, les Terrasses, le Bataclan, Nice, le 14 juillet 2016, etc. Troisième point commun, très difficile, et on le voit malheureusement actuellement, très difficile, le souci de l'unité nationale. Voilà, essayer de tout faire en sorte, dans la communication comme dans les décisions, que la société française, que le pays tout entier soit rassemblé. Et voilà, ça c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je parlais de Nice, l'attentat du 14 juillet à Nice en 2016. La polémique a démarré le soir même.
c'était désastreux. Voilà, il faut toujours au minimum qu'il y ait le temps pour le deuil, la décence, etc. Il y a une phrase frappante, c'est Jean-Pierre Raffarin qui l'a dit dans le documentaire, je crois. Il dit « La seule pensée, c'est la traque ». Retrouver les terroristes, nous on y pense effectivement en tant que citoyens quand il y a un attentat, on a peur qu'il y ait un attentat ailleurs. Après les attentats frappants, on est tous restés chez nous enfermés, on avait même peur de sortir dans la rue. Et là, le fait qu'ils disent la seule pensée c'est la traque, ça marque quelque chose aussi de l'ordre de la responsabilité de ce qui pèse sur les épaules des hommes d'État qu'on oublie souvent et qui apparaît là de façon flagrante dans ce documentaire. Mais oui, par exemple, que ce soit les présidents de la République quand ils ont leur majorité, c'est-à-dire c'est eux qui sont aux manettes, ou que ce soit par exemple des premiers ministres, puisqu'on évoque dans ce documentaire les preneurs d'otages étaient des terroristes du GIA en Noël 94, alors que Balladur est Premier ministre et Mitterrand président de la République. Les décisions, c'est Édouard Balladur qui les prend. Et là aussi, Mitterrand, il est seul à les prendre, au point qu'il est même en désaccord avec son ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, qui lui était pas très favorable à ce que l'avion revienne à Marignane. Oui, l'avion qui avait été à Alger, qui était à Alger, un avion d'Air France avec des passagers français à bord. Et en fait, c'est Édouard Balladur qui a pris la responsabilité de le faire revenir. D'imposer aux autorités algériennes que l'avion vienne se poser à Marignane. Et ensuite, c'est lui qui a dit, voilà, on prend d'assaut l'avion. Après, c'est les responsables de la sécurité, policiers, etc., militaires. Mais c'est une énorme responsabilité, parce que si ça ne fonctionne pas... Voilà, après, le président François Hollande, c'est lui qui a dit on y va sur l'assaut à l'hypercacher ou dans l'imprimerie à Damartin, où s'étaient réfugiés les terroristes islamistes. Voilà, quand je parlais de solitude, c'est la solitude du président au moment de la décision. C'est vrai dans toutes les périodes de crise intense, mais c'est dans ces moments-là aussi que se révèlent les hommes d'État. Dans ces moments-là aussi... C'est la différence entre les hommes politiques et les hommes d'État. Alors justement, la différence entre les hommes politiques et les hommes d'État, on la voit dans un épisode spécifique, puisque vous êtes sur Radio J. C'est à l'époque de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic. Il y a les fameux propos de Raymond Barre sur les terroristes, dit-il, à propos de cet attentat antisémite, qui visait les Israélites et qui ont touché des Français innocent. Cette phrase, tout le monde s'en souvient. On la rediffuse dans le documentaire d'ailleurs. Effectivement, vous la rediffusez dans le documentaire. Vous parliez tout à l'heure de l'empathie, et d'ailleurs ça se voit dans les entretiens que vous ont accordés ces différents hommes d'État. On ne peut plus interviewer Raymond Barre. La différence entre l'homme d'État et l'homme politique. Raymond Barre, quand il dit ça, après, ça veut dire, ou avant, il n'a jamais été un homme d'État pour réagir comme ça au moment où ça se passe. C'est une phrase euphémisme extraordinairement malheureuse dans l'absolu et au moment où c'est pas possible je le dis comme ça, pas possible de prononcer une phrase pareille. Et il s'en est énormément voulu après, il s'est expliqué, il s'est excusé, etc., etc. Mais il l'a prononcé et ça reste... Et puis après, à la fin de sa vie, il est revenu avec des propos de ce type. C'est sûr que c'était une phrase imprononçable. Et c'était terrible de prononcer cette phrase, ça c'est sûr. Et que dans le climat, parce que ça a été un attentat antisémite terrible. C'était le premier... Depuis la Shoah. Voilà, depuis la Shoah sur le territoire français. Vous évoquez aussi dans ce documentaire, bien sûr, l'attaque contre Samuel Paty, Hypercacher, Copernic. Je vais vous poser une question que je me suis posée après avoir vu votre documentaire. Avant, je n'y avais jamais pensé. Pourquoi est-ce que dans ce documentaire, par exemple, sur le terrorisme, vous n'incluez pas des meurtres antisémites ? Comme par exemple Mireille Knoll, Ilan ou Sarah Halimi, puisque Samuel Paty, lui, y est. Non, mais
Ouais, il faut... Ça interroge aussi sur notre inconscient à nous tous. Oui, mais bon, on parle beaucoup de l'hypercachère, de la rue des Rosiers, de l'attentat de la rue Copernic. Voilà, il faut malheureusement, on peut pas... le documentaire fait 50 minutes ou 51 minutes, on peut pas parler de tous les drames, malheureusement, mais bon, voilà. Le tournant en matière de terrorisme en France, il se trouve à quel moment? Puisque au début du documentaire, on le voit, hein, les terroristes souvent viennent de pays étrangers. Et puis, il y a un moment où ça bascule. Ça bascule en 2012. Et là, ce sont des terroristes qui ont été élevés en France. Ce tournant, il est évoqué dans votre documentaire, mais on le sent finalement assez peu dans les propos des hommes politiques, des anciens responsables politiques que vous interviewez. Pourtant, c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans le climat politique actuel. C'est une volonté de votre part ou c'est peut-être une déconnexion de ce moment-là par rapport aux autres moments politiques? Et puis tiens d'ailleurs, est-ce qu'un attentat pour un homme d'État, c'est un moment politique ou intime? J'allais dire, c'est les deux. C'est un moment intime dans la mesure où ils sont tout seuls, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et quand vous êtes tout seul, c'est une telle responsabilité que ça frappe. Et les présidents ou ceux qui ont été affrontés aux attentats, il y a un avant et un après. François Hollande, j'ai eu l'occasion de lui en parler, il y a un avant et un après. Nicolas Sarkozy, il y a un avant et un après sur les horreurs de Toulouse, dont nous parlons pour répondre à votre observation précédente largement, et où Nicolas Sarkozy en parle, et où il y a eu... On était en pleine campagne présidentielle, à quelques semaines du premier tour. Il y a eu une tentative de manifestation d'union nationale, puisque tous les candidats s'étaient déplacés, ce qui est bien entendu le moins, tout à fait normal, à Toulouse, pour exprimer leur émotion, leur empathie, etc. Mais... Vous savez, c'est difficile de faire des... C'est pour ça que nous avons choisi avec Michel Cotta et la réalisatrice Pauline Pallier, dans cette série, dans cette collection de documentaires, et notamment sur le terrorisme, de laisser parler les acteurs, parce que on peut pas se mettre à la place. Autant on peut éventuellement se mettre à la place d'un jugé, un président, un premier ministre sur une décision économique, sociale, une manifestation, voilà, les banlieues, etc. Les émeutes, etc. Sur le terrorisme, ou dans les minutes qui suivent, vous devez parler au pays, prendre les premières décisions. C'est très difficile de se mettre à leur place, donc on les a laissés totalement raconter eux-mêmes et expliquer pourquoi ils avaient pris ces décisions-là. Mais encore une fois, c'est ce qui ressort, je crois, de ce documentaire. C'est le fait que tous les présidents de la République qui ont été confrontés, donc tous, sauf Georges Pompidou qui n'a pas eu d'attentat pendant son mandat de 5 ans, je crois, ont été vraiment à la hauteur. Merci beaucoup Patrice Duhamel, donc votre documentaire Président, le prix à payer, ça c'est le titre de la série documentaire, et donc cet épisode consacré au président face au terrorisme. Merci.